messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur la Dan Broadcasting System et dans votre émission Le Monde ce jour. Le monde bouge, l'Afrique aussi. Depuis la mise en examen, la garde à vue de Vincent Bolloré en France, les opinions africaines bougent et parlent énormément. Beaucoup entendent s'engager. Et la question centrale est celle de savoir comment une seule personne a pu caporaliser près de 45 pays et occuper 18 ports en Afrique. Et du coup, la question centrale, celle qui est préoccupante pour tous les Africains, c'est celle de savoir comment sont gérées les souverainetés économiques en Afrique avec le cas Bolloré. On va en parler ce soir. C'est d'ailleurs l'une des premières éditions dans ce sens-là, dans la série de celles que nous allons lancer, ou nous lançons maintenant, ici et maintenant, pour camper sur cette actualité tout au long du mois qui est en train de s'écouler. Rebonsoir donc à tous et bienvenue. Et pour inaugurer cette série, Dr Pierre Alaka, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hubert Etondi, merci de m'avoir associé à cette série d'émissions qui commence aujourd'hui et qui concerne un problème extrêmement important pour l'Afrique et son devenir. Et je crois que je suis d'autant plus heureux d'avoir été sollicité. Merci, on vous a sollicité pour votre expertise. Vous êtes fiscaliste, vous êtes même auteur de beaucoup d'ouvrages, vous êtes panafricaniste, vous avez certainement une hauteur scientifique et intellectuelle de la chose. Vous avez aussi une lecture panafricaniste pour les intérêts africains de cette affaire. Quand vous entendez que Vincent Bolloré a été mis en examen, gardé à vue, ça a été inédit au cours de ces dernières semaines qui viennent s'écouler. Ben oui, inédit pour le commun des mortels, mais logique pour ceux qui regardent l'évolution du monde. Parce que le monde aujourd'hui évolue à partir d'un certain nombre de réseaux qui s'affrontent et qui veulent partitionner le monde, notamment l'Afrique. Je vais vous dire que le problème africain ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, lorsque les Portugais arrivent au Cameroun, par exemple, on nous dit et on nous enseigne dans l'histoire que c'est les Portugais qui ont découvert le Cameroun. Donc le Cameroun n'existait pas. Des gens sont arrivés et ils ont trouvé un pays inhabité et ils ont trouvé, la seule chose qu'ils ont trouvé c'est des crevettes. Ils ont appelé Rio dos Camaroes et voilà, ils découvrent le Cameroun dont le Cameroun leur appartient. Du coup, la colonisation entre avec ce genre d'événements, parce que l'Afrique européenne, notamment le Cameroun, et au fil du temps, et le monde évolue et les Blancs s'en vont, c'est-à-dire les colonisateurs s'en vont, quelle que soit la forme qu'ils ont eu à prendre. Pour le cas du Cameroun et du Togo, système de mandat, système de tutelle. Pour les autres, colonisation directe. Pour d'autres encore, colonisation indirecte. Donc, quand ils partent, ces gens-là, ils veulent laisser de nouveaux Blancs qui vont les remplacer dans leur pays. Qui sont ces nouveaux Blancs? Ces nouveaux Blancs sont les Africains eux-mêmes. Et voilà d'où tout ça part. Et en ce moment, les nouveaux Blancs, eux, ils veulent caporaliser leurs propres frères, ils veulent les recoloniser, ils deviennent les vrais Blancs, alors qu'en réalité, ils sont chez eux, comme leurs frères, qui n'ont pas eu la chance d'être des dépositaires du pouvoir laissé par le colon. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ils font la même chose que le colon qui est parti, quelle que soit sa forme, j'en ai parlé déjà, quelle que soit sa forme, je répète, et il devient le nouveau propriétaire du pays, qui n'est pas le sien jusque-là. C'est pour cela que de tels événements peuvent se passer. On arrive à des cas comme ça. On arrive à des cas comme ceux du groupe Vincent Bolloré, qui est chez lui, qui revient et qui dit, bon, alors les petits que j'avais laissés là, que mes ancêtres ont laissés là, bon, j'ai besoin des ports, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin... Bref, je veux l'eau, je veux le transit, je veux la logistique, je veux tout. Il faut que ça m'appartienne. Parce que je vous ai laissé comme gardien. Il faut qu'aujourd'hui, l'Afrique nous appartienne. Alors, première question à ce niveau. Ça tient. Nous sommes c'est le 9 mai 2018 aujourd'hui. Vous êtes allé puiser très loin. Ça, c'est bien. Ça veut dire que des Portugais jusqu'à ce jour, c'est le système, les Africains et les Camerounais partant sont toujours des esclaves. Ils ont accepté de l'être. Ils ont accepté de l'être. Il est grand temps qu'on refuse de l'être, de continuer à l'être.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec la traite négrière, vous avez remarqué que c'est nos propres chefs qui prenaient les plus costauds et qui les vendaient pour une larme d'eau de feu, qu'on appelle aujourd'hui whisky, ou bien pour quelques graines de sel qu'on pouvait retrouver ici nous-mêmes au bord du Vouri ou de Campo. Donc on n'a pas réalisé qu'on est chez nous. On ne peut pas comprendre ça autrement. Et comment est-ce que cette transition s'est opérée? Cette transition s'est opérée avec la déculturation. La déculturation. La déculturation de nos peuples. Notre déculturation. J'en conviens, nous parlons maintenant en français. Oui. Cette déculturation est positive parce qu'on a besoin d'une langue internationale pour communiquer. On en a besoin. Mais ce n'est pas de celle-là que je parle. En quoi elle est négative? Non, la déculturation au niveau de la langue, je ne la trouve pas trop négative, même si on a besoin aujourd'hui d'une langue africaine pour communiquer entre nous. Oui. Voilà. Mais pour l'instant, on en est encore là. Mais la déculturation dont je parle, c'est celle spirituelle. Celle qui a amené l'Africain à accepter qu'il est sorcier. Et qui a amené l'Africain devenu néocolon de dire que le sorcier doit aller en prison. Or, c'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie n'existe que dans l'esprit des méchants, des gens qui pensent que l'Afrique n'est pas scientifisée ou n'a pas de connaissances scientifiques. L'Afrique connaît la nature. Et quand on connaît la nature, on maîtrise la science. Parce que qui maîtrise la nature, maîtrise la science. Mais c'est comme donc si ces éléments ne sont plus maîtrisés parce qu'une seule personne, nous revenons au groupe Vincent Bolloré, vient caporaliser 45 pays, 18 ports. Et c'est pour ça, et j'en viens, c'est pour ça que pour réussir à ce challenge, il a spiritualisé les nouveaux Africains, les nouveaux néocolons. Il leur a dit, vous êtes désormais mes frères. Ce n'est pas une question de peau, c'est une question de pensée, c'est une question d'esprit, c'est une question de croyance. Nous pensons la même chose maintenant. Donc tout ce qui est à moi est à vous. Et je penserai à vous. Laissez la plèbe là souffrir là où elle est, vous, et c'est là où on a créé l'individualisme. Et cet individualisme est à l'origine de ce qui s'est passé avec Vincent Bolloré, de ce qui se passe aujourd'hui pour voir nos États être caporalisés de cette façon-là. Il faut revenir à nos traditions ancestrales et nous approprier nos États. Un peu comme on peut dire à nous l'Afrique, à nous le Cameroun, à nous la Centrafrique. Ces pays nous appartiennent. Ayons ce slogan pour que nous puissions désormais prendre à main nos responsabilités. Ce n'est qu'à ce niveau-là, lorsque cette prise de conscience va être prise, que un monsieur comme Bolloré devra rendre compte. Et je reviens donc à la première question. Oui. Aujourd'hui, il est mis en examen, certainement mis en garde à vue, avec tout ce que ça comporte, pour corruption des hauts fonctionnaires africains pour ces affaires. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, ça veut dire qu'il y a affrontement des réseaux. Aujourd'hui, j'ai l'impression, il y a une partie de la communauté mondiale, pas internationale, de la communauté humaine, qui comprend quand même que si nous voulons vivre en paix, l'Afrique doit vivre heureuse. Et il n'y a pas de raison qu'un individu s'accapare de toute la richesse d'un continent, alors que ce continent vient quémander chez nous. Et dès lors, un homme comme Bolloré devient dangereux pour l'humanité, dangereux pour son propre pays. Il est dangereux pour l'humanité. Il est dangereux pour l'humanité parce que, par sa faute, des millions d'Africains croupissent dans la misère, sont transformés en esclaves en traversant le désert, meurent de soif, et ainsi de suite, se retrouvent dans les berges de la Méditerranée, dans les plats de la Méditerranée, non plus en tant qu'individu, mais en tant que cadavre. C'est de sa faute, en premier lieu, parce que le mal-être, le mal-vivre, du fait de lui, fait que les Africains veulent aller dans ces États d'où il vient, et qui en ont marre de cette façon de traiter les autres États, pour chercher le bonheur qu'ils ont chez eux. Il faut que l'Afrique se réveille. Et il faut que le monde, parce que le monde commence à se réveiller. Le monde commence à se réveiller. Je voudrais qu'on aille un peu au fond. Est-ce que, actuellement, vous avez l'impression que
cette dangerosité de Vincent Bolloré et de toute son exploitation est perçue ainsi par la société africaine? Mais elle est perçue partout de la même manière, sauf par la société africaine égocentrique, individualiste et individualisée, qui pense que le bonheur c'est pour eux et le malheur c'est pour le plus grand nombre. Ces gens qui ont vendu l'Afrique à Bolloré, c'est-à-dire ceux qui nous dirigent, il faut le dire, ceux qui nous dirigent, c'est eux le problème. Il faut qu'ils dorment cette nuit, qu'ils se réveillent africains demain, pour qu'ils prennent le relais, pour poursuivre aussi en territoire africain Bolloré et ses affaires. On ne peut pas comprendre. Pour qu'ils prennent en relais de poursuivre aussi Bolloré en territoire africain. Absolument. C'est vers là que j'allais avec ma question. Après, en préparant cette émission, on a suivi des gens, certains qui ne veulent pas se prononcer, certains qui disent, est-ce que c'est donc possible que Bolloré soit aussi mis en examen sur la plupart de tous ces dossiers en Afrique? Bolloré doit même être arrêté. Ah, doit être arrêté. Oui, mais moi je vais vous dire, c'est depuis que ce monsieur a pris le transport et le transit et tout ce qui tourne autour dans nos États, que les groupes armés se sont bien formés, se sont organisés. Mais il y a un rapport. Vous ne pouvez pas partir d'Amsterdam avec un bateau. Vous arrivez au port de Douala, de Lomé, d'Accra, je peux en citer, de Libreville, et avec un conteneur, vous le prenez, vous le mettez dans le rail. Ce conteneur arrive dans le cas du Cameroun à Ngaoundéré. Il fait rail, oui. Il fait rail, et après, à partir de Ngaoundéré, vous le mettez dans vos camions, parce qu'il fait terrestre. Il fait terrestre, oui. Et le conteneur qui est parti d'Amsterdam arrive chez le destinataire sans que... sans contrôle. Sans contrôle, sans que les pouvoirs chargés du contrôle puissent regarder ce qui est à l'intérieur. Mais vous allez avoir tout. Et la réciproque est vraie. Parce que quand ce conteneur repart, il peut repartir avec l'or, le diamant, le cuivre, l'uranium. Il peut repartir avec tout. Ça veut dire que vous avez confié. Mais ce que vous dites là est suffisamment grave. Même pour les États, ça dit qu'au sommet de l'État, ça c'est suffisamment grave. Mais c'est la déduction logique de ce que le transport est un domaine stratégique pour tous les États. Un domaine de souveraineté. Un domaine de souveraineté. Les entreprises qui excellent dans le transport, regardez dans le monde entier, quelle qu'elle soit, l'État a une part importante là-dedans. Et on donne une petite partie au privé pour encourager quand même l'actionnariat populaire. Ouais. Mais généralement, c'est le domaine de prédilection de l'État pour deux raisons. La première, c'est un domaine stratégique. La deuxième, c'est un domaine qui produit le cash flow, où il n'y a pas de paiement à terme, on paye cash. Ouais. Et l'État a suffisamment les moyens pour mettre en place ses politiques économiques, sociales et autres. Mais quand vous confiez un tel domaine à un individu, mais vous pensez à quoi vous-même quand vous le faites, si vous appartenez à cet État sur le plan de la spiritualité, de la culture, ainsi de suite. Mais c'est parce que vous n'appartenez plus à ce pays que vous êtes capable de faire une telle chose. C'est comme si votre père est sorti, un étranger arrive et il dit « Donnez-moi la radio de votre père ». Vous prenez, vous donnez. Et quand votre père revient, il veut ouvrir sa radio, il n'y a pas de radio. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que cette radio-là, elle est écoutée non seulement par le papa, mais par les voisins, par tout le monde. C'est là où chacun vient puiser l'information dont il a besoin pour connaître l'évolution du monde. Mettons les matières premières, mettons le transport, mettons les éléments constitutifs de l'État comme une radio. Le ciel. Vous avez la Camerco et tout et tout. Oui. Mettons la terre dans le rail, la route et tout et tout. Vous avez les voies ferrées, vous avez tout ce que ça comporte. L'eau, vous avez les activités, les sociétés maritimes, ainsi de suite. Ça, c'est des domaines stratégiques de l'État qui ne peuvent être détenus que par l'État. Et ce n'est que l'État qui peut y exercer quelque activité que ce soit, sauf si cet État-là renonce et autorise un privé ou un ensemble de privés à le faire à sa place et sous son contrôle. Sous son contrôle. Sous son contrôle.
Et là, vous venez de prendre un exemple d'un conteneur qui part d'Amsterdam, qui traverse tous les ports jusqu'à destination. Oh, vous avez un conteneur qui quitte Amsterdam et qui arrive à Fotokol chez le destinataire sans le contrôle de l'État, sans même que l'État sache qui est ce destinataire. Est-ce que ça, c'est pas un malheur? En fait, mais c'est un malheur parce que après vous avez Boko Haram, et vous avez les sécessionnistes, et vous avez en Sardine, vous avez tous ces groupuscules, vous avez tout ça. Mais vous comptez sur quoi pour vous en sortir? Lorsque vous parlez d'un certain nombre d'éléments qui permettent à votre pays de se sortir d'affaires et de parler au Conseil des Nations comme un État libre, indépendant et souverain, et vous bradez les instruments de la souveraineté de l'État, est-ce que vous êtes sûr que vous n'appartenez pas à l'État à qui vous remettez ces instruments de souveraineté? Question. Mais en revanche, oui, en revanche, si vous n'appartenez pas à cet État, vous n'avez pas à le faire. C'est à chacun de tirer ses conclusions. On va certainement vous amener aussi à tirer les conclusions d'un expert, mais on a déjà compris. Les premières conclusions, c'est que Bolloré, c'est pas moi qui le dis, c'est pas d'ailleurs vous qui le dites, vous venez de le démontrer que c'est quelqu'un de dangereux pour l'Afrique, parce que vous venez de démontrer que les choses peuvent circuler partout sans que l'État ait un regard, sans que les États, pas seulement l'État, les États aient un regard. Et du coup, on a avec Boko Haram les sécessionnistes en Sardine et je sais pas encore l'État islamique de branche de l'Afrique. On va prendre ce reportage, mise en examen de Vincent Bolloré, parce que l'autre volet aussi, c'est que beaucoup d'Africains se disent aujourd'hui, s'il a été mis en examen dans son propre pays et gardé en vue, pourquoi ne pas déclencher tous les processus de toutes ces corruptions et ces affaires en Afrique? Mise en examen de Vincent Bolloré, on regarde, on revient tout de suite. Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Mardi 24 avril, le milliardaire Vincent Bolloré était placé en garde à vue, mis en cause dans le cadre d'une information judiciaire pour corruption d'agents publics étrangers. Vincent Bolloré a été placé en garde à vue. Vincent Bolloré est en garde à vue à Nanterre. Bolloré, 10e fortune de France, est depuis ce matin en garde à vue. Ce soir, Vincent Bolloré est toujours en garde à vue à Nanterre, dans les locaux de l'Office central de lutte contre la corruption. Avec aujourd'hui un soupçon de corruption d'agents étrangers. Exactement, il n'a manifestement pas convaincu les enquêteurs puisqu'il a été déféré. Déféré devant les juges en vue de sa mise en examen. L'industriel est mis en examen par la justice française. La mise en examen de Vincent Bolloré dans le cadre de ses activités en Afrique, on l'a appris tard hier soir. La tour Bolloré, comme on la surnomme, est perquisitionnée. Ce sont des soupçons de corruption qui pèsent sur l'industriel. Son porte-parole a publié ce soir un communiqué, je le cite, Monsieur Vincent Bolloré, qui reste présumé innocent, pourra enfin avoir accès à ce dossier dont il n'a jamais eu connaissance et répondre à ces accusations infondées. Les magistrats le soupçonnent d'avoir favorisé l'élection de dirigeants africains en échange de la concession de terminaux portuaires, faisant ainsi passer ses intérêts personnels devant ceux de nations entières. On ne présente plus le très médiatique homme d'affaires Vincent Bolloré, à la tête d'un vaste empire comprenant des entreprises de transport, de papier, de plastique, d'huile de palme, mais aussi de communication, de publicité ou de médias. Vincent Bolloré s'était fait connaître au grand public en prenant la tête de Canal+ en 2015. Sa volonté supposée de contrôler l'information avait alors généré de vives polémiques. Depuis, le businessman a régulièrement défrayé la chronique en attaquant systématiquement en justice les journalistes et ONG mettant le nez dans ses affaires et en exigeant en compensation des sommes particulièrement élevées. En 2016, c'est France Télévisions qui avait fait les frais d'un tel procès suite à un reportage sur les conditions de travail dans une plantation d'huile de palme camerounaise dont Bolloré était actionnaire minoritaire. 50 millions d'euros, c'est la somme que réclame Vincent Bolloré à France 2 suite à la rediffusion d'un numéro de complément d'enquête jeudi soir. Capoel, il a 14 ans. Bonjour. C'est le plus jeune. C'est ton matériel ou on te l'a donné? Toutes les protections là, c'est... on aura une gars. Non, c'est moi qui ai acheté. Je sais pas si vous avez vu complément d'enquête.
Le moment le plus important de celui qui fait pleurer les chaumières, on voit un type sur un tracteur, il a un gant troué, et il dit, voyez, ça, monsieur Bolloré, il veut pas me donner le gant. Et on a aussi une troisième plainte au Cameroun pour diffamation, et cette fois-ci, diffamation au Cameroun, c'est 6 mois de prison ferme, c'est-à-dire que Delphine Ernotte, ma PDG, Nicolas Poincaré, présentateur de complément d'enquête à l'époque, et moi-même, nous encourons tous les trois la 6 mois de prison ferme au Cameroun, donc c'est pour avoir simplement dit des choses qui sont vérifiées, recoupées, établies. Car s'il y a une chose que Vincent Bolloré n'aime pas voir évoquée publiquement, ce sont ses affaires africaines qui représentaient pourtant 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Bolloré contrôle et exploite notamment énormément d'infrastructures africaines, à commencer par des voies de chemin de fer et des ports. L'entreprise Bolloré Africa Logistics détient ainsi les concessions des terminaux à conteneurs de 16 ports sur le sol africain, ce qui lui permet de contrôler une part extrêmement importante du transport de marchandises sur le continent et d'en tirer des bénéfices substantiels. Et l'on en vient à l'affaire qui nous intéresse, puisqu'il serait possible que 2 concessions portuaires aient été attribuées à Bolloré de manière très irrégulière. La justice soupçonne en effet le groupe d'avoir facilité l'arrivée au pouvoir des actuels dirigeants guinéens et togolais en mettant à leur disposition, à des tarifs préférentiels, les moyens de l'agence de communication Havas, propriété du groupe, en échange de l'attribution des concessions portuaires de Conakry et de Lomé à Bolloré Africa Logistics. Une explication possible au fait que quelques mois à peine après son élection, le président guinéen Alpha Condé ait brutalement rompu le contrat de son pays avec Necotrans, l'entreprise qui gérait le port de Conakry, pour en confier la concession à Bolloré. Un autre Français, Necotrans, qui 2 ans plus tôt avait remporté l'appel d'offres contre Bolloré, est expulsé par l'armée. Bien sûr, c'est à la justice de dire s'il y a eu ou non corruption. Si cela s'avérait vrai, cela voudrait dire que des industriels français peuvent, pour leur profit personnel, placer à la tête de nations supposées souveraines des hommes de paille pillant sans vergogne leur propre peuple. Rappelons que la Guinée est considérée comme l'un des pays les plus corrompus de la planète. On est vraiment en droit de penser aujourd'hui que le président guinéen est entouré par une sorte de mafia qui a pris réellement vocation et systématiquement vocation à piller l'économie guinéenne. Le gouvernement guinéen conteste. Son porte-parole affirme que la concession portuaire de Conakry a été accordée dans le strict respect des lois. Mais la justice française poursuit ses investigations. Il y a 2 semaines, dans les bureaux de Havas, apparemment ils ont trouvé des documents, des sous-facturations qui prouveraient que l'agence Havas s'est mise vraiment au service de ces 2 personnalités politiques africaines afin de leur rendre service pendant leur campagne électorale. Mais au-delà de cette hypothèse, peut-être y a-t-il un vrai problème avec le fait que des milliardaires transforment en terrain de jeu un continent entier au détriment de son développement. Comment des nations pourraient se développer normalement alors que chaque mouvement de marchandises est soumis à une taxe privée imposée par un homme d'affaires étranger? En agissant comme il le fait, Vincent Bolloré n'a-t-il pas une part de responsabilité dans l'exode d'une partie de la jeunesse africaine vers l'Europe? Peut-être serait-il temps d'envisager le commerce international autrement que comme un pillage systématique, dommageable pour tout le monde, excepté pour une poignée de parasites qui ne savent déjà plus quoi faire de leur argent. Comme si vous êtes entendu avec cette dame dans cette série de reportages, j'indique la gravité, la dangerosité des exploitations de Bolloré, de ces transactions. Elle déduit de manière claire que Bolloré a transformé l'Afrique en terrain de jeu, en une scène de pillage systématique. Et c'est dommage, c'est dommage. Vous voyez comment les autres ils sont respectueux de notre bien-être. Ils sont inquiets de notre bien-être. Et nous-mêmes, nous n'en prenons pas conscience. Je ne suis pas sûr qu'une... Qu'est-ce qui fait qu'on soit aussi endormi? Ou que l'Afrique soit aussi endormie, sans vouloir prendre le parti de l'Afrique. Je suis quand même ici, journaliste, ça c'est clair, je veux garder ma... Qu'est-ce qui fait cette dormitude? Je ne sais pas si... Mais il y a 2 Afriques. Hein? Oui. Il y a 2 Afriques. L'Afrique néocolon et l'Afrique. Et l'Afrique, j'appartiens à celle-là. Je ne suis pas endormi. Et la preuve, j'essaie de donner mon point de vue. Par rapport aux éléments portés à ma connaissance,
Et par rapport à celles que je peux déduire moi-même de par un certain nombre d'analyses, l'impressionnisme m'aide souvent, c'est-à-dire les faisceaux d'indices qui me permettent de tirer mes conclusions après l'observation des faits. Je suis obligé de conclure exactement comme cette journaliste pour dire que l'Afrique est pillée par le fait de ses propres dirigeants. Elle a dit un pillage systématique, un parce pillage que systématique. Les mots ont leur sens ici. Bien entendu. Et ça, elle est même revenue dans ce que vous avez dit au départ, que la grande population est obligée de chercher la voie de l'exil. Oui. Absolument. Absolument. Et lorsque vous voyez les conflits que nous connaissons aujourd'hui, en réalité, c'est les conflits de bien-être, d'une part. Et d'autre part, parce que les gens vont à la recherche du bien-être que leur refusent leurs dirigeants néocolonisés, eh bien, eux, ils accentuent ces conflits pour amener ces gens à la boucler. C'est pour ça qu'il y a deux causes de crise. Des causes de crise interne et des causes de crise externe. Par des gens, les agissements, par des gens comme M. Bolloré. Ça, c'est d'une évidence, même l'aveugle, même le sourd, il voit et il entend. Alors, il y a deux autres choses sur lesquelles je voudrais qu'on s'arrête sur le reportage, les séries de reportages de tout à l'heure. La première, c'est le journaliste Colombade qui dit qu'ils sont poursuivis pour des choses établies et même identifiées. Oui, mais parce que justement, dans nos États... Comment se peut-il que les choses qui sont justifiées, établies au Cameroun, au Togo, un peu partout en Afrique, et qui sont des faits commis par Bolloré, des Africains aient été poursuivis en France pour cela? Mais c'est la relation entre le pouvoir et l'argent d'une part, et l'argent et la justice d'autre part. On ne peut pas comprendre ça autrement. Et du coup, les relations qu'il y a entre le pouvoir et la justice, si on veut faire la transitivité mathématique, c'est de ça qu'il s'agit effectivement, dans la mesure où des journalistes ont fait leur travail ici à Djombe. Tout le monde sait ce qui se passe ici, au sud-ouest, avec les entreprises qui ont été données gratuitement à Bolloré. Des gens travaillent pour 1000 francs par jour, c'est connu. Et 1000 francs par jour, il ne faut pas avoir une minute de retard. Sinon, ça descend à 500. Parce qu'une minute vaut une demi-journée. Et après, à la fin du mois, il y a des difficultés pour avoir cet argent. Et lorsqu'on a cet argent, les conditions de travail qui entraînent une précarité sur le plan de la santé, eh bien, vous amènent immédiatement à l'hôpital. Et donc, vous ne vivez pas, vous survivez. On revient à ce reportage, oui. Avec elle a présenté un aspect du misérabilisme des populations africaines. Exactement. Quand un employé ne peut pas avoir le matériau de travail, ou bien le matériel de travail, ça dépend des cas. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Mais il est esclave. C'est un esclave. Ça veut dire que nous, Bolloré, fait vivre encore des Camerounais, pour parler d'eux, dans la période de l'esclavagisme. Et nous sommes là en plein esclavagisme moderne. Sauf qu'on n'est plus transporté pour les champs au Brésil et en Amérique du Sud et un peu ailleurs, mais pour des champs chez nous, dans nos terres, des champs qui nous appartiennent, où Bolloré n'a même... Si on lui demande à quel est le premier jour où on a commencé à planter le premier palmier ou la première banane, il ne saura pas. Voilà le problème. Et donc, la mise en examen en France est tout à fait justifiée. Oui. Et il faut que les États prennent le pas. Donc, les États africains doivent prendre le relais. Ils doivent prendre le relais. Sinon, ils le regretteront. Vous savez, l'histoire ne s'arrête pas. L'histoire ne s'arrête pas. Il y a des choses qu'il faut faire et il faut les faire à temps. Et vite. Quand vous ne les faites pas, et si ça vous rattrape, vous allez regretter. Et en ce moment, vous parlerez au présent alors que vous parlez au passé. Or, il est dangereux de parler au présent pour le passé. On revient, vous gardez, autre élément de ce reportage, Nicotrans, une autre entreprise française qui est expulsée par l'armée, alors qu'elle était contractuelle. Mais là, c'est un président qui agit. Mais c'est les abus de pouvoir.
c'est les problèmes d'application de la loi. Nous sommes justement en Guinée-Conakry. C'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème d'application de la loi. Parce que la loi, elle doit s'appliquer de manière indifférente. Vous ne pouvez pas être un État qui a passé un contrat, il y a un principe de continuité du service public, qui a passé un contrat avec une entreprise. On ne vous a pas obligé. Mais si vous voulez résilier le contrat, il y a des règles pour prendre l'acte contraire. Ce n'est pas avec les armes. Si vous prenez les armes, ça veut dire qu'il y a là un délit de... On sent la complicité. On sent tout de suite que ce n'est plus normal. On sent que vous voulez retirer par la force quelque chose qui appartient de droit à une autre personne pour donner de force à votre protégé. Il n'y a pas meilleure preuve que celle-là, pour que vous-même vous soyez le complice de Bolloré. Dans le cadre, la personne qui procède par l'expulsion, là, armée en principe. Armée, la personne qui a donné cet ordre doit être convoquée en France aux côtés de Bolloré comme son complice. Et il doit subir le même traitement en tant que complice. Alors, on revient, on va prendre un autre élément parce que nous sommes justement aussi engagés dans cette série à des enquêtes parce qu'il faut prendre toutes les opinions, société civile, partis politiques et autres. On a cet élément qui a fait parler beaucoup de lui sur la toile parce que beaucoup de personnes qu'on rencontre ne veulent pas parler ouvertement. Mais on va suivre cet élément du Cameroun, un Camerounais, qui résume un peu comme ça les sentiments de la plupart des Africains concernés dans cette affaire. On le prend, on revient tout de suite. Bolloré, c'est qui, non? C'est les Français. C'est le gouvernement français qui les monte pour venir piller les Africains. Je prends l'exemple sur sa bananerie. Il paye un employé de bananerie à combien? À 1000 francs la journée. Et quand tu manques un jour, on te coupe 3000. Et il s'en va faire de fortune là-bas chez eux. Lapiro avait raison de couper tous ces bananes. Hein. Il y a encore des mercenaires derrière. Le port, il prend tout. Que vont faire les Camerounais? Quand vous avez certains chefs d'État qui acceptent tout, c'est pas tout le monde qui peut accepter. J'ai pas peur que vous me filmez. Je dis ce qui ressort de mon corps. Quand vous voyez un monsieur comme ça qui vient s'installer en Afrique, le bois c'est lui, les bananes c'est lui, le porc c'est lui, machin truc. Que font les Camerounais? Voient les licenciés sur les motos. Voient les licenciés sur les motos. Qu'est-ce que Bolloré représente au Cameroun? C'est un monsieur que je lui ai jamais rencontré face à face. J'aurais fini avec lui, on me finit, et puis mes frères restent vivre. C'est moi, Momo, qui dit ça. Ça, c'est terrible. Hein? Vous me demandez ce que représente Bolloré au Cameroun. Hein? C'est les fesses de sa maman qu'il est venu ici faire. Il amasse tout cet argent-là, c'est pour les Français. Et vous ignorez que c'est les Français qui montent les Boko Haram en brousse. C'est les Français qui les donnent les munitions. C'est les Français qui veulent déstabiliser le Cameroun. Vous me demandez ce que Bolloré? Montrez-moi Bolloré là, s'il vit encore aujourd'hui. C'est un gros bandit. Vous parlez quoi de Bolloré? Je dis, je répète. Vous avez vu comment Lapiro a eu pitié de ses frères. Il a vu comment ces gars souffrent dans les bananeries, sans bottes, sans machin, truc, rien que les machettes. Ils dorment dans quoi? Pour avoir un salaire. Ils ont tué qui? Pour mériter ce salaire-là. Pour ces bananeries qui montent. Moi, j'étais en Europe. Tu sais, ceux qui dînent chez eux à midi et font le dessert avec les bananes, ce sont des riches. Je dis, 5 doigts de banane coûtent 1 € en France et tu ne trouves même pas. Vous me parlez de Bolloré aujourd'hui. Bolloré, le porc c'est lui, machin truc c'est lui. On attend, non? Ils attendent qu'ils continuent à tuer mes frères comme ils montaient les Boko Haram là. Je vais voir si on ne va pas incendier ces affaires ici un jour. C'est moi qui dis. Je n'ai pas peur de quelque chose ici dehors. Hein? On accuse les chefs d'État, machin, tout. Ce sont les pressions qui donnent aux chefs d'État. Je dis que tous même les machins que vous voyez, les anglophones faire, machin, toutes ces crises-là, c'est monté par eux. Parce qu'ils vont faire comme ils ont fait en Libye. Dès que les anglophones là tombent aussi bêtes comme ça, après ils vont venir dire qu'ils s'installent là-bas pour les aider. Ce serait pour piller le pétrole. Alors là, cet élément, il a fait pratiquement, tous ceux qui sont là dans ce plateau en train de suivre cette émission, c'est un élément qui fait en même temps rire, mais qui fait en même temps pleurer.
il y a des choses très graves. Parce qu'il dit des vérités de manière crue. Ben, il est dépité. C'est-à-dire que... il se demande s'il est gouverné, en fait. Voilà parce que quand... Mais à ce niveau, il dit que c'est eux qui influencent les chefs d'État pour qu'ils fassent ces trucs-là. Ils ne sont pas obligés d'accepter. Bon, c'est vrai que la réalité du pouvoir est autre. Mais ce que le fait de dire que si je le rencontre, je finis avec lui, comme on dit ici chez nous au pays. Ah ben, puisqu'il il résume un peu le sentiment des Camerounais qu'on a pris dans la rue. On reviendra au cours des prochaines émissions. Exactement. Ça montre que, très honnêtement... Et là, c'est grave quand même, parce que il y a un sentiment anti-Bolloré avec des réalités. Et ça montre que il doit avoir un recul, sursaut d'orgueil pour que nos dirigeants fassent comme la France. Bolloré est français. Il prend de l'argent pour aller donner en France. Vous comprenez qu'à l'homme mettant en examen, les Français ne veulent pas de cet argent sale. Parce qu'aujourd'hui, toute la finance internationale s'est liguée contre l'argent sale. Ça, là, c'est l'argent sale. Vous parlez d'autorité, là, puisque vous êtes expert fiscaliste. Bien entendu, c'est de l'argent sale qui n'honore pas la France. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il dit l'employé qui gagne 1000 francs, s'il est absent un jour, on coupe 3000. Mais ça veut dire que Bolloré lui a pris 2000. C'est de l'argent sale. Il lui a volé d'autorité 2000. Il n'a pas de matériel, il n'a pas de bottes, il n'a rien. Les 2000 qui auraient pu lui servir à acheter des bottes et du matériel. Donc du coup, il va être complètement balafré avec une manutention traditionnelle, non protégée. Vous avez vu quand on porte les régimes de noix de palme, ça pique. Si vous n'avez pas, ça broute. Voilà, ça broute. C'est le meilleur terme. Il n'a pas ça. Alors vous devez comprendre que ce qu'il dit doit être une prise de conscience en réalité pour qu'on poursuive Bolloré aussi chez nous. Ah oui, pour que Bolloré soit... des procès s'ouvrent. Pour que des procès s'ouvrent. Ça veut dire que... Parce qu'il allait jusqu'à dire que s'il rencontre Bolloré, il va finir Voilà, avec exactement. Lui. Ça veut dire que à défaut de voir l'État agir, la loi de son pays agir pour arrêter celui que la France elle-même présente déjà comme un voleur international. Alors lui, il va la France le présente comme voleur international. Mais vous avez suivi le reportage, le premier reportage, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est un voleur international. C'est la fémania moderne. Oui. Certains Camerounais ont été maîtres dans cet art. Mais Bolloré leur donne le corrigé, comme on dit au quartier. Vous avez des images. Il dit, vous avez fait ça avec nos gens peut-être un peu naïfs, mais nous on va faire ça avec vos chefs d'État, qui eux ne sont pas naïfs, et on va prendre votre argent devant vous et on va le ramener en France. Sauf qu'aujourd'hui la France n'en veut plus. La France ne veut plus de cet argent sale, parce qu'honnêtement ça n'honore pas la France. Vous savez, la France c'est un pays de droit, c'est un pays de valeurs. Mais il y a des gens, il y a la France politique qui... ça veut dire que les Français eux-mêmes sont anti-Bolloré aujourd'hui. Mais la preuve, le juge, vous savez, le juge agit au nom du peuple. Oui, tout à fait. Regardez toutes les décisions que les justices rendent, les magistrats rendent, c'est au nom du peuple. Au nom du peuple camerounais, au nom du peuple français. Donc ils agissent au nom du peuple. Ça veut dire donc que si Bolloré a été interpellé, ça veut dire que le peuple français est contre les agissements de Bolloré en Afrique. Là, le premier reportage le démontre la Suède, puisqu'il y a des termes très forts là, qu'un individu a transformé un continent en terrain de jeu. En terrain de jeu, voilà. En terrain de jeu. Oui, il fait le tricard. Tu prends ça, tu gagnes. Tu tires ça, tu perds. Et on perd toujours. Et lui, il gagne toujours. Vous savez, les gars des tricards là, c'est Bolloré, il fait ça. C'est la même chose. Et ça, les Français n'en veulent pas. Les Français, c'est un peuple... Je parle des Français. J'ai beaucoup d'amis français. C'est des gens qui sont certes hypocrites, mais qui sont fiers de leur pays, qui aiment leur pays, qui voudraient qu'on parle de leur pays en bien. C'est pour ça qu'ils n'hésitent pas si vous avez du talent, ils vous font français pour l'honneur de la France. Vous comprenez? Même si on peut regretter que après la victoire, De Gaulle ait demandé aux
tirailleurs congolais, africains et autres de se déshabiller au profit des novices français pour qu'ils défilent aux Champs-Élysées, qu'on ne dise pas que c'est les Noirs qui ont sauvé la France, même si on peut regretter cet événement historique, les Français restent quand même des gens d'honneur. Donc avoir un bandit qui malparle par ses agissements internationaux sur le plan financier de la France, ça peut gêner. Il faut donc arrêter ça. Et moi, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et je répète encore que les Africains doivent suivre parce qu'ils ont été dupés. Ils doivent suivre la voie de la France. La voie des Français. Oui. La voie des Français. Parce qu'ils ont été dupés. Ils peuvent avoir été dupés à leur insu, mais maintenant que c'est au grand jour... À qui, au chef d'État? Je parle au chef d'État. C'est ceux qui décident. Et dans nos États en Afrique, une seule personne décide, c'est le président de la République. On ne mâche pas les mots ici. Il faut le dire. Ils ont des collaborateurs, mais c'est eux qui décident. Ils peuvent avoir décidé à leur insu, mais aujourd'hui, l'affaire au grand jour, ils doivent se rétracter et prendre la bonne décision pour montrer que tout le monde peut se tromper. C'est de ça qu'il s'agit. Et si tout le monde peut se tromper, M. Bolloré, dites-nous comment vous avez fait pour avoir tout le transport maritime, toute la logistique, tout le transport ferroviaire, tout le transport routier, et que les Camerounais, toute la manutention, bref, tout ce qui tourne au transport, oui, dans un pays comme le Cameroun. Et vous êtes même allé jusqu'à avoir encore le port de Kribi où vous n'avez même pas... Vous allez découvrir des choses. Le port de Kribi où il a été déclassé. Où il a été déclassé, mais après... Il a été déclassé pour ne pas avoir rempli les conditions. Voilà. Et celui qui avait les faveurs, c'est le numéro 1 mondial dans le domaine. La Hollande en principe. Et donc, on arrive à ça et on lui pose la question. Ça, c'est maintenant l'affaire des procureurs camerounais. Compétents. Ils peuvent s'adjoindre les autres cas des autres pays. Les autres pays, et ils forment une coalition, et puis ils le poursuivent, et ils remboursent à nos États ce qu'ils leur ont volé. Et maintenant, tout ce qui a été pris dans ces conditions et qui relève de la catégorie des entreprises stratégiques de l'État, eh bien l'État renationalise. Et puis l'État renationalise, et la vie continue. Oui, est-ce que vous avez l'impression que c'est possible? Pourquoi pas, c'est possible. Qu'est-ce qui est impossible? Parce qu'il y a une grande campagne aussi, il fait campagne, on prend juste le cas du Cameroun où il dit avoir acheté des wagons, il a réuni des ministres pour faire des annonces. C'est l'État qui achète ces wagons. Et ils volent même l'État lorsqu'il faut aller acheter ces wagons. Ah, c'est l'État qui achète les wagons. Mais il faut voir le contrat. Moi, je crois que dans le contrat... L'État subventionne. L'État subventionne, donc s'il fait des investissements, c'est avec l'argent de l'État. Donc les wagons actuellement en achat, les autres, ils sont dit, les premiers, pour certains, c'est venu du Mozambique, c'était déjà même un peu abîmé, mais maintenant on parle des États-Unis, c'est l'argent de l'État, vous dites? Au-delà du fait que c'est l'argent de l'État, mais il achète des cercueils pour le peuple camerounais. On a vu à Ezeka, rien que l'événement d'Ezeka, devait déjà le mettre en prison ici à Nouvelle ou à Konangui, rien que Ezeka. Parce que c'est lui le responsable. C'est lui qui a acheté ces faux wagons. Puisqu'il se dit, ils se vendent d'acheter les wagons. Les wagons. Comme actuellement. Comme actuellement. Si c'est donc lui, voilà. Ceux-là sont venus avec une forte campagne. Voilà, si c'est donc lui qui achète les wagons, c'est que les wagons et tout le matériel qui était incompatible, selon les experts, qui a fait ce déraillement des Zeka où plus de 1000 Camerounais sont morts, selon les habitants des Zeka, j'y vais tout le temps. Il y avait des cadavres partout, on ne peut pas dire que c'était seulement moins de 100. Bolloré devait déjà être arrêté et j'étais en prison. Parce qu'il a acheté des cercueils pour le peuple camerounais. Voilà. Et surtout qu'il semblerait, et je n'ai pas les preuves, je n'appartiens pas au réseau dirigeant, j'appartiens au réseau scientifique de mon pays. Oui. Je suis même convaincu que pour le transport des hommes, Bolloré a dit qu'il ne fait pas ça. Il est là pour le transport des marchandises. Ça, c'est vrai aussi. Et voilà. Et parce qu'il a été contraint à un moment donné. Et pour qu'il transporte les hommes, les personnes, il est subventionné par l'État. Mais un monsieur comme ça,
Mais qu'est-ce qui autorise qu'il soit subventionné alors que l'entreprise est privatisée? Mais le contrat. Allez donc savoir. On a fait ce contrat avec les yeux voilés, fermés. La question, est-ce que c'est les Camerounais qui ont fait le contrat? Vous répondez? Je sais pas. On va prendre notre reportage, toujours de ce célèbre Vincent Bolloré. En tout cas, tout est établi là. Et voilà ce que la journaliste française dit, c'est il a transformé un continent en un terrain de jeu. Ça rejoint ce que vous dites que c'est quelqu'un qui peut s'appeler régulièrement un mafia, un bandit. On prend bandit. Encore cet autre élément qui nous parle de Vincent Bolloré. On revient tout de suite. L'actualité, Vincent Bolloré est en garde à vue à Nanterre. L'homme d'affaires est auditionné dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption visant l'obtention de concessions en Afrique. La justice soupçonne des dirigeants du groupe Bolloré d'avoir utilisé l'agence de communication Havas, alors filiale du groupe, pour faciliter l'arrivée au pouvoir de dirigeants africains au Togo et en Guinée-Conakry afin d'obtenir en contrepartie des concessions portuaires. Le groupe Bolloré nie toute irrégularité. On trouve notre invité Nicolas Vescovaci. Vous êtes le co-auteur du livre Vincent Tout-Puissant, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Quels sont les soupçons qui pèsent sur Vincent Bolloré et deux autres cadres dirigeants qui sont également en garde à vue? Oui, bonsoir. Écoutez, ce sont des soupçons qui remontent aux années 2010, puisque en 2010, la filiale de communication Havas, qui appartient au groupe Bolloré, a aidé à la campagne présidentielle de deux hommes politiques majeurs sur le continent africain. Il s'agit en Guinée-Conakry d'Alpha Condé, opposant célèbre qui est devenu président de la République, et au Togo, il s'agit de Faure Gnassingbé, le fils du président Eyadema, qui lui a été réélu en 2010. Et les deux présidents ont été aidés par un communicant du groupe Havas qui a fait une partie de leur campagne. Et donc, ce que soupçonnent les enquêteurs, c'est que M. Bolloré ait mis Havas au service de ses présidents de la République pour essayer d'obtenir des concessions portuaires. Et on parle du port là de Conakry et du port de Lomé au Togo. C'est donc une histoire ancienne, comme vous le rappelez. Pourquoi ressurgit-elle maintenant ? En fait, c'est une plainte qui a été déposée par le meilleur ennemi de Vincent Bolloré en 2013, qui a été instruite d'abord dans le cadre d'une enquête préliminaire, puis d'une information judiciaire qui a été ouverte en novembre 2013 pour des faits présumés de corruption d'agents publics étrangers et de trafic d'influence. Les policiers ont fait deux perquisitions, une en avril 2016 à la Tour Bolloré et il y a 2 semaines dans les bureaux de Havas. Apparemment, ils ont trouvé des documents, des sous-facturations qui prouveraient que l'agence Havas s'est mise vraiment au service de ces deux personnalités politiques africaines afin de leur rendre service pendant leur campagne électorale. Alors le groupe nie toute irrégularité. Il est présent, il faut le rappeler, dans 46 pays d'Afrique. Il emploie 25 000 personnes. C'est vraiment un poids lourd en Afrique. Alors c'est un poids lourd politique et c'est un poids lourd effectivement économique. Le groupe Bolloré en Afrique, c'est à peu près 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Ça correspond à peu près à 25% du chiffre d'affaires de son groupe. Il est présent, vous l'avez dit, dans 46 pays. Il détient une quinzaine de concessions portuaires dans des pays stratégiques africains comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo. Évidemment, la parole de M. Bolloré compte et il a de très très bons amis président de la République, évidemment la Guinée, mais aussi au Cameroun. On pense à Paul Biya, qui est l'un de ses soutiens dans cette région. Il pourrait être mis en examen ? Alors, la mise en examen est une option que doit se réserver le juge Tourner, qui instruit cette affaire. S'il y avait mise en examen, ce serait vraiment dévastateur pour l'image du patron breton, à la fois en France, où il a été pendant 2 ans à la tête de Vivendi, un groupe de communication, mais aussi en Afrique, où Vincent Bolloré serait peut-être un tout petit peu moins tout puissant. Merci beaucoup Nicolas Vescovaci d'avoir été avec nous ce soir, co-auteur de Vincent Tout-Puissant. Alors, finalement, ce que dit Vincent, il a été mis en examen, ça veut dire que son image est aujourd'hui désastreuse. Ça veut dire que si on continue et qu'il soit condamné, ce serait la fin de Bolloré. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire que
si en France, il subit ce sort, l'Afrique n'aura plus de raison de penser qu'en Afrique, il a été un gentil bonhomme. Alors, 46 pays, hein, 18, près de plus d'une quinzaine de concessions, 25 000 employés, même s'ils sont dans des conditions qu'on a vues là, de précarité, 2 milliards et demi de chiffre d'affaires. Tout cela, ça peut être les nationaux, comment comprendre tout cela? Je ne lis pas ça comme ça. Je ne lis pas ça comme ça, parce que Bolloré n'a construit aucun port en Afrique. Ah, il n'a construit aucun port en Afrique. Alors, c'est des constructions africaines. Les 25 000 employés existaient avant l'arrivée de Bolloré et peuvent continuer à exister si Bolloré est chassé. Donc, c'est pas lui. Tout ça existait avant. On lui a donné la concession pour gérer le patrimoine de l'Afrique en matière portuaire. Et de manière irrégulière. Hein, parce que le cas du port autonome de Douala, il est toujours là. La lecture qui me plaît là, c'est les milliards qu'il engrange gratuitement. Gratuitement. Oui. Un cadeau. C'est gratuit qu'on lui a donné. Parce que il y a des Camerounais capables de gérer ce port. Ah, il y a des Camerounais capables. Des Africains capables de gérer leur port. Puisque les ports étaient gérés par les nationaux avant. C'était des compagnies nationales. C'était le patrimoine national. Le Cameroun avait Camship. Le Cameroun avait des sociétés. Vous prenez le retour aux nationaux. Mais je parle de nationalisation. Il faut renationaliser. Il faut reprendre tout ça et rembourser. Encore que quel est le capital que Bolloré a apporté? On lui rembourse. Ah oui, il y a aussi cette question de capital. Parfois, dans certaines concessions, il n'apportait rien. Il n'apportait rien du tout. C'était des cadeaux. Concession du port autonome de Douala, environ pas plus de 200 000, parce que c'est dit par Dupuis Dubois, qui est son contradicteur jusqu'à présent dans cette affaire. Exactement. Alors, on lui rembourse tout ça. Et même quand on va le poursuivre en justice, il n'y aura plus lieu à remboursement parce que c'est lui qui devrait payer des dommages et intérêts aux États africains. Hein? L'Afrique peut se lever dans ce sens-là, 46 pays, l'Afrique peut se lever. Les Africains, enlevons l'Afrique, les Africains peuvent se lever comme les Français les Africains peuvent se lever. Tous ces gens que vous voyez parler là, ce sont des Français. Les Africains peuvent se lever et pousser maintenant. Comme le Camerounais qu'on a suivi tout à l'heure, il a donné son nom, son identité. Voilà, les Camerounais, les Africains peuvent se lever et dire basta. Voilà comment ce problème peut être résolu. Et il ne faut pas qu'on en arrive là, parce que nos chefs d'État encore peuvent autoriser à la justice de faire leur travail et que Bolloré s'explique. S'il a agi en bonne intelligence avec des gens, eh bien la justice... Mais certains sont sur le pied de ce qu'il faut le chasser. D'autres, vous parlez de justice. Moi, je pense que dans un État où il y a une justice, où il y a des lois, où il y a eu des contrats qui ont été signés, eh bien, il faut prendre les actes contraires comme le prévoit la loi. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsqu'on parlait des fusils pour chasser l'ancien dans un pays, j'ai dit, ça ne m'a pas, ça ne m'a pas intéressé. Bolloré a signé des concessions, je ne sais pas trop quoi. La manière avec laquelle on lui a donné, qu'on reprenne de la même manière. Et que maintenant, qu'ils rendent des comptes. Avec des nationaux. Avec des nationaux qui rendent des comptes. Et que qu'on nationalise, on lui rembourse s'il a raison, sinon il nous paye des dommages et intérêts. Et puis après... Rembourser, puisque vous dites quelque part, cet argent, ces milliards, c'est donné gratuit. C'est donné gratuit, il peut rembourser. Parce qu'on lui a donné gratuit, il peut rembourser. Quand ça prend une tournure, quand les Français n'en veulent pas, ils disent, en fait, ce qui se passe en France, c'est qu'on dit à Bolloré, ton argent, c'est de l'argent sale. Oui. C'est 25% de ton chiffre d'affaires de tes affaires qui est sale. Et nous, on n'en veut pas parce qu'on combat aujourd'hui la criminalité financière internationale. On n'en veut pas. Ne viens pas nous salir, ne viens pas écorner l'image de la grande France. Vous savez, les Français aiment bien les pays, pas de la grande France. Et je les félicite. Il est temps que nous aussi, nous commençons à parler du grand Cameroun. Alors, du grand Togo, de la grande Côte d'Ivoire. Pourquoi nous on ne le ferait pas? Ils ne nous ont pas interdit de le faire. Voilà. Alors, on va achever cette émission avec, comme on inaugure cette série, il y a une surprise. On inaugure cela aujourd'hui.
c'est que en Afrique quand même, on devrait, pour parler de grand Cameroun, de grand Togo, de grande Guinée, de grande Côte d'Ivoire, on devrait quand même avoir des gardiens. Et vous allez recevoir, vous inaugurez cela aujourd'hui, vous allez recevoir un cadeau, ce sera traditionnel au cours de ces émissions. Ce cadeau-là, on l'appelle le masque des 3 mondes, c'est-à-dire un masque qui vous permet d'être comme le gardien, celui qui observe la cité et tout ce qui peut arriver. Vous venez de nous dire là que, en principe, il faut liquider l'affaire Bolloré. Je ne sais pas si ce sera entendu ainsi, et que en réalité, si on laisse faire, on pourra être rattrapé. L'Afrique pourra être rattrapée, les Africains. Alors, c'est ce masque-là ici. Je crois que vous le recevez pas à mon nom, mais au nom du promoteur de cette chaîne. Parce qu'ici, nous sommes dans la promotion des valeurs culturelles africaines, de l'image africaine, mais ouverte aussi au monde. Ben merci, je suis convaincu que la personne que je dois remercier, même si vous ne le dites pas de manière précise, c'est M. El Hadj Dampoulou, de qui je reçois ce cadeau, et je suis très reconnaissant. Et je crois que si on peut être gardien, on le sera, sur le plan scientifique, parce que la science n'a pas de frontières. Tout à fait. Et dites à M. Dampoulou que j'ai reçu sa distinction et j'en suis très honoré. Merci, merci bien. Merci aussi de nous avoir honorés. Vous êtes expert fiscaliste, vous êtes sermenté dans la sous-région Afrique centrale. Vous êtes donc une personnalité reconnue au plan international. Je trahis un peu, vous avez fait l'ENA, donc vous connaissez bien cette France dont vous venez de parler, qu'à un moment donné, ils ne voudront pas continuer dans ces affaires sales de la France-Afrique, surtout avec un personnage, une personne qui a pratiquement caporalisé près de 46 pays, 15 concessions et 18 ports. Aujourd'hui, c'est 18 au moment du reportage qu'on a suivi tout à l'heure, c'était 16, mais c'est 18 ports aujourd'hui en Afrique, parce que le port de Kribi s'est ajouté à un autre. Alors, on a terminé pour cette édition. Merci d'être venu. C'est la série qu'on ouvre. Ceux qui veulent bien avoir une contradiction par rapport à ce qui est fait ici, ils sont sollicités et accueillis, seront très bien accueillis sur ce plateau. Madame, monsieur, c'est terminé. Vous avez des propositions, vous avez des suggestions, vous avez des informations. Dans cette grande série qui est ouverte, vous êtes attendu, les portes de la Dan Broadcasting System vous sont ouvertes. C'est terminé pour aujourd'hui. À 19h, le journal en Fulfulde, à 19h15 en Pidgin, à 20h, le grand journal en anglais, à 21h en français. Merci une fois de plus au docteur Pierre Alakalaka de nous avoir visités. Madame, monsieur, bonsoir.